Dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous avais fait un petit sondage afin de vous demander lequel de ces sujets vous voudriez que j'aborde pour une prochaine vidéo et vous avez été nombreux à voter pour que je vous témoigne de ma toute première hospitalisation en psychiatrie. À vrai dire, j'ai déjà tourné les vidéos concernant ces sujets-là car en début d'année, je m'étais filmé en train de témoigner de plein de choses concernant mon vécu. Mais la chose en fait qui est le plus compliqué, c'est de faire les montages car ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que quelquefois, je vous ferai des sondages dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube afin que vous votiez sur quelle prochaine vidéo vous voudriez que je travaille. Et donc, comme vous l'auriez compris, étant donné que c'est des vidéos qui ont été filmées en début d'année, c'est pour ça que quelquefois j'apparais avec ma sonde. Mais tout ça, je le précise à chaque fois en début de chaque vidéo. Sur ce, bon visionnage. Ça fait au moins 5 fois que je tourne cette vidéo, que je recommence à zéro parce que je me sens pas à l'aise à chaque fois de revenir sur ce passé-là. Et là, je me sens ouf, enfin. Dans cette vidéo, je vais vous résumer ma toute première hospitalisation en psychiatrie qui date de 2015, quand j'avais 16 ans. Ce fut la première fois que j'étais hospitalisée et pour une première hospitalisation, c'était clairement un traumatisme. J'ai été maltraitée, j'ai vécu des choses vraiment inadmissibles de la part des soignants et surtout il y avait des erreurs de diagnostic. Donc je vais vous résumer juste un peu le contexte dans lequel j'étais. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans l'errance médicale, 2 ans que je passais ma vie à vomir, où je faisais des allers-retours chez différents spécialistes, différents hôpitaux, différentes urgences, pour qu'il y ait enfin un médecin qui me dise clairement ce qui ne va pas et qu'on soulage mes symptômes tout simplement. Mais à chaque fois, on me renvoyait chez moi, on disait que mon problème c'était que lié au stress et donc je devais apprendre à vivre avec mes douleurs, je devais apprendre à vivre avec mes vomissements, on n'a rien fait pour moi. Mon état physique est en train de se dégrader et mon état mental c'était encore pire, j'allais extrêmement mal, la situation était insoutenable. Du coup j'en revenais à avoir des idées noires, je sombrais dans une dépression très profonde et je me faisais du mal physiquement. Donc j'avais commencé à m'automutiler. En fait, la seule chose qui me soulageait pour sortir de cette réalité qui me permettait de survivre, c'était de me faire du mal physiquement. Franchement, je pense que si on m'aurait traité dès le départ, on aurait fait quelque chose pour moi, je serais pas tombée au point où là j'avais que des idées noires et que j'avais envie de mettre fin à mes jours. Et ma mère l'avait découvert quelques temps avant, c'est pour ça qu'elle là, elle avait vraiment insisté pour m'emmener aux urgences. Sauf que j'étais pas du tout d'accord, je voulais pas qu'on découvre mes cicatrices parce que c'était quelque chose d'hyper tabou. Donc suite à ça, il s'est passé beaucoup de choses horribles, je vais pas trop rentrer dans les détails. Donc je voulais plus me rendre à l'hôpital, de toute façon il faisait rien pour moi à chaque fois. Et en fait pour que ma mère réussisse à m'emmener aux urgences, ça s'est déroulé ainsi. C'était le mercredi 18 novembre 2015. On est parti au magasin pour m'acheter un téléphone portable parce qu'à cette époque-là, j'en avais pas. Oui, jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'ai pas eu de portable tout simplement car je détestais ça. Donc on a acheté ça. Et en fait, dans le trajet du retour pour rentrer à la maison, il y a l'hôpital dans notre route. Et là, ma mère, elle me dit, allez hop, je t'emmène à l'hôpital. Et moi j'étais pas du tout d'accord, j'avais hyper peur. En plus je savais même pas ce qui pouvait se passer de pire. Donc là je devais aller aux urgences adultes parce qu'en fait dans l'hôpital de ma ville, une fois que t'as 16 ans, tu vas plus du côté pédiatrique mais du côté adulte. Donc là on est devant l'hôpital et ma mère veut que j'aille aux urgences sauf que moi j'étais hyper paniquée, j'étais tétanisée, je bougeais pas. Et ma mère elle m'a dit soit t'y vas, soit je te prends de force ou j'appelle les pompiers, quelqu'un qui vient te prendre. Nous étions restés un long moment devant les urgences, ma mère était même en train de me tirer de force jusqu'à ce que enfin j'accepte d'y entrer. Et là, on se présente à l'accueil comme d'habitude. J'y suis déjà allée des tonnes de fois dans ces urgences-là. À chaque fois, je leur expliquais mon problème de vomissement, mais ils faisaient rien. Donc, comme d'habitude, je viens, je leur dis pas que je suis là parce que j'ai des idées noires et que je me fais du mal. Je leur dis que je suis là, comme d'habitude, parce que j'ai des vomissements depuis 2 ans et tout ça. Donc, on me fait patienter dans la salle d'attente. Voici des photos que j'ai prises à ce moment-là. Donc, je les ai récupérées de mon ancien disque dur, ce qui fait que j'ai l'horaire exact. On est resté ici de 16h jusqu'à 20h. Donc, l'attente était immense. C'était limite si je m'endormais pas sur le siège et en même temps j'étais hyper stressée, donc ma mère était à mes côtés et elle essayait de me rassurer et tout ça mais bon, moi j'avais vraiment juste envie de m'enfuir d'ici et voilà. Donc après, au bout de 4 heures, enfin on a été pris en charge. Et ensuite, on me prend comme d'habitude dans le poste de soins pour que j'explique un peu la situation, on prend la tension et tout ça. Et là, je leur raconte que ça fait 2 ans que je vomis tous les jours. Et le soignant qui était là, à qui j'ai raconté ça, il avait du mal à me croire. Il était en train de dire, quoi? Ça fait 2 ans que tu vomis? Mais c'est pas possible. Comment on peut vomir pendant 2 ans? En plus, quand il a regardé sur l'ordinateur, on voyait à chaque fois en plus mes passages aux urgences tout le temps. Comme quoi je venais car je vomissais sans cesse. Et ensuite, quand on m'a prise la tension, eh bien, les soignants, ils ont vu que j'avais des cicatrices dans les bras. Donc là, dès qu'ils voient mes blessures au bras, on me met direct dans un box aux urgences. En fait, c'était une sorte de chambre où il y avait qu'un seul lit et sur ce lit, il y avait des sangles de contention.
donc ça faisait déjà hyper flipper. Et à part ce lit avec des sangles de contention, il y avait une petite table et une chaise. Donc on m'a mise là, je devais mettre la blouse de l'hôpital et on m'a enfermée à clé avec ma mère. Donc ils ont dit à ma mère, il faut absolument qu'elle reste avec moi. Si jamais elle voulait partir, il ramènerait un soignant qui restera avec moi parce qu'il voulait pas du tout me laisser sans surveillance car il disait que j'avais un risque de suicide important. Alors déjà c'était hyper stressant de se retrouver enfermée dans une pièce comme ça. Du coup je faisais que tourner en rond dans la chambre, j'arrivais pas à tenir sur place. Puis là il y a une soignante qui me ramène un calmant parce qu'elle me dit que faut que je reste en place. Et ce calmant après me l'avoir donné, je l'ai tout de suite vomi devant elle en plus. Donc elle a vu que j'y étais pour rien, que voilà il y avait un problème de vomissement. Elle me redonne un calmant, je le vomis encore. Après on me ramène un goûter, je le vomis aussi. Donc tout ça je l'ai vomi devant les soignants et ils ont tout vu. Et pourtant ils s'en fichaient pas mal. Donc voici des photos et des vidéos prises à ce moment-là dans le box, donc c'est assez difficile pour moi de revoir ça. Alors voici le lit dans lequel j'étais, la chaise juste à côté c'est la chaise sur laquelle ma mère devait rester. Ensuite en face on a la petite table, dessus il y a mon sac avec tous mes vêtements, le gobelet où est-ce qu'elle m'avait donné les traitements. Et ensuite ma mère et moi on est restés très longtemps dans ce box, du coup on ne savait pas quoi faire et pour s'occuper on testait mon nouveau téléphone portable du coup parce que c'était mon premier téléphone. Comme on n'avait pas internet et tout, on faisait des photos et des vidéos. Donc là c'est pour ça que là tout est flou et mal pris. Alors ensuite il y a une vidéo qui va suivre où c'est ma mère qui m'a filmé comme ça parce qu'on testait la caméra. Et c'est assez difficile pour moi parce que là je sens dans la voix de ma mère qu'elle se sentait mieux que maintenant parce que c'était avant qu'elle soit aussi détruite. Et bien par rapport à tous les événements qui vont par la suite avoir lieu. ضحكي شوية يا مينا صغير. Le pauvre aujourd'hui il a fermé sur nous la porte. Il a fermé pour ما نهربوش. C'est ça les problèmes d'aujourd'hui, il a fermé la porte. Moi j'ai parti faire pipi, il ferme la porte. يمينة ما تبش ما تهربيش. داروا لك حرب très énervé. Ensuite, au fur et à mesure, il y a des soignants qui viennent me voir et là, il y avait des psychiatres. C'était la première fois de ma vie que je voyais des psychiatres. Je trouvais ça ultra stressant. Alors, j'ai passé 2 ans à avoir que des petites consultations comme ça avec des médecins où à chaque fois ils faisaient rien. Puis là, d'un coup, il y avait au moins 5 ou 6 soignants qui étaient devant moi avec leur blouse. Je sais pas, mais à chaque fois que je voyais un soignant avec sa blouse, c'était hyper stressant pour moi. Donc il me semble qu'il y avait un psychiatre, un interne, un étudiant, un aide-soignant, une infirmière, voilà. Et il me pose plein de questions. Comment ça se passe à l'école. À cette époque-là, je venais juste de rentrer au lycée. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours, ceci, cela. J'ai donc dû passer toute la nuit aux urgences. Ce fut une nuit très difficile dans cette chambre d'isolement. Ce fut aussi très difficile pour ma mère. Elle avait dû dormir sur une chaise. Après, on se retrouve au lendemain, le jeudi 19 novembre 2015. Il y a une psychiatre qui vient me voir. Et là, elle m'annonce qu'il faut absolument que je sois hospitalisée. Et elle me parle donc d'un service psychiatrique qui se trouve dans l'étage psychiatrique de l'hôpital. Et ce service, en fait, il accueille les 16-25 ans et les femmes enceintes de n'importe quel âge qui ont des maladies mentales. Sauf qu'elle me dit qu'il n'y a pas de place dans ce service et qu'en attendant qu'il y ait une place qui se libère, elle souhaiterait m'hospitaliser en pédiatrie. Là, moi, je suis pas du tout d'accord pour être hospitalisée en psychiatrie. Et déjà, juste cette nuit aux urgences, enfermée comme ça dans une pièce, c'était ultra flippant. Et ma mère était pas trop pour que je quitte les cours. Donc après, elle a dit qu'elle allait voir ce qu'elle allait faire. Un peu plus tard, elle revient et là, elle m'informe qu'elle est d'accord que je rentre chez moi, mais à ces 2 seules conditions. Premièrement, je suis obligée de venir à un rendez-vous le lendemain avec une psychiatre pour une préadmission dans le service psychiatrique. Et deuxièmement, je n'ai pas le droit de me suicider entre temps. Donc en fait, elle a dit à ma mère que si jamais là, il me libère et que je faisais quelque chose, toute la responsabilité, elle irait sur ma mère. Donc en fait, eux, ils y seraient pour rien. Alors je trouvais déjà pas ça logique du tout. Ils ont devant eux une mineure, une patiente mineure qui a potentiellement un risque de suicide. Ils m'ont gardée pour me surveiller constamment toute une demi-journée, plus une nuit, plus une demi-journée. Et à la fin, ils me libèrent comme ça. Donc je suis libérée aux alentours de midi. Ensuite, une fois de retour à la maison, j'ai direct retiré tout le matériel médical qui restait sur moi, le bracelet et les patchs de l'électrocardiogramme. Ensuite, j'étais retournée en cours. Et le lendemain arrive le rendez-vous avec la psychiatre. Donc là, j'arrive dans l'étage psychiatrique. J'arrive au rendez-vous avec ma mère. J'attends dans la salle d'attente. Voilà l'étage psychiatrique en question. Alors, il y a plusieurs unités et moi, je devais me rendre dans ce couloir-ci pour ma préadmission. Et c'est derrière l'une de ces portes qu'avait eu lieu la consultation. Mais avant, j'étais restée un très long moment avec ma mère dans cette salle d'attente.
Alors ça, c'est une photo que j'ai prise ce jour-là, donc le 20 novembre 2015, d'une affiche qui se trouvait dans le couloir juste en face de la salle d'attente. Dans l'affiche de gauche, on voit qu'il y a plusieurs choses en rapport avec le mal-être. Par exemple, il y a cette phrase au milieu où il est écrit « J'ai peur d'aller vers les autres ». Et à droite, c'était une affiche qui concernait davantage l'alimentation. Donc moi, en voyant ça, je me suis dit, ici, je suis à ma place, je vais être dans un endroit où là, on va traiter ma dépression, ils ont l'air de la comprendre, et on va traiter mon problème de vomissement. Sauf que cette affiche à droite était plus en lien avec les troubles du comportement alimentaire, chose dont je n'ai jamais souffert. Et moi, là, je ne savais pas du tout à cette époque ce qu'était l'anorexie et la boulimie. J'en avais aucune idée. Et donc, en fait, ces affiches, surtout l'affiche de droite, n'avaient aucun lien avec ce que je pensais. Donc, voilà, j'étais loin du but. Et ici, en fait, on allait juste me coller des étiquettes qui n'avaient rien à voir avec moi. Et ça allait être le début d'un cauchemar. La psychiatre, elle me prend d'abord moi, elle me pose plein de questions et elle m'annonce que il y a une place qui va se libérer le lundi d'après. Donc là, on était vendredi, donc après le week-end. Et donc après, elle fait rentrer ma mère et elle en parle avec elle. Sauf que ma mère, elle n'était pas trop d'accord non plus parce qu'elle voulait pas que ça me fasse manquer les cours. Et la psychiatre, elle lui a dit c'est la santé d'abord, les cours ça passe après. À cette époque-là, j'avais pas encore de diagnostic pour ma gastroparésie, donc je savais pas pourquoi je vomissais. Et elle m'assure que c'est quelque chose lié à mon mental, que c'est lié à l'anxiété, qu'en fait, en psychiatrie, ils vont traiter tout ça, ils vont traiter ma dépression, mon anxiété, et après qu'au fur et à mesure, les vomissements vont disparaître. Pff, tu parles. Donc là, je n'ai pas le choix, même si je disais non, même si ma mère était pas d'accord, la psychiatre, elle ne voulait pas me laisser comme ça, donc ça a été confirmé, j'allais être hospitalisée. Après ça, une aide-soignante me prend pour me faire visiter le service dans lequel j'allais être. Alors déjà, le service était tout petit, et l'aide-soignante, dès qu'elle ouvre la porte, elle me dit, en fait, ici, c'est le petit cocon de la psychiatrie, voilà, c'est un petit nid, on va dire. Alors le service se présentait ainsi. Il y avait 6 chambres pour 9 patients, un poste de soins, une salle commune qui était également la salle à manger, et c'est tout. Après, il y avait une petite salle pour les soignants où ils mangeaient, mais bon, ça, on ne pouvait pas y accéder. C'est derrière cette porte que se trouve l'unité psychiatrique de jeunes adultes où j'allais être hospitalisée. Voici une vidéo que j'ai filmée vue de l'intérieur durant une autre hospitalisation, une autre année. Donc la porte juste en face, c'est celle de sortie et d'entrée. La première porte à droite, c'est la salle commune qui est également la salle à manger. Et juste à côté, la porte, c'est celle du poste de soins. Ensuite, ici, on a des chambres et cette porte grise juste en face, c'est la salle où mangeaient les soignants. Ensuite, là, on a encore des chambres. Et voilà. Ensuite, ici, c'est un certificat que m'a fait la psychiatre ce jour-là pour justifier mon absence pour les cours, car en fait, cette consultation avait eu lieu en pleine heure de cours. Je m'étais présentée en classe avec mon retard et tous les élèves me regardaient bizarrement parce que je devais justifier comme quoi j'étais à l'hôpital, devant tout le monde en fait. Donc maintenant on arrive au lundi 23 novembre 2015, c'était le jour de mon hospitalisation. Donc je me souviens très bien, c'était juste après les cours, j'avais quitté l'école à 17 h et on m'a dit de venir à l'hôpital juste après. Donc je fais le trajet avec une camarade de classe pour rentrer chez moi. Et là en fait on voit qu'il y a plein de policiers, il y a un camion de pompiers et tout, il y a beaucoup de monde, les routes sont barrées avec les cordons de la police. Et on se demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tout ce monde? Puis là, on demande à une personne qui est en train de regarder la scène, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne nous annonce que un homme venait de se suicider par arme à feu. Ouais, j'ai pas les mots. Ensuite, j'arrive à la maison, ma valise est déjà prête. C'est ma mère ensuite qui m'a accompagnée à l'hôpital. Je rappelle que j'habite à même pas 10 minutes de l'hôpital. Donc ensuite, on va directement dans le service. Et là, il nous annonce qu'il faut d'abord que je passe à l'accueil, que je fasse mon admission. Donc la valise est restée dans le service. Je suis descendue avec ma mère. Ensuite, une fois que je remonte, l'aide-soignante qui m'a accueillie me dit que ma mère doit partir. Donc là, j'avais les larmes aux yeux, j'étais pas bien du tout. C'est la première fois que je me retrouvais séparée de ma famille. C'est la première fois que j'allais être loin de chez moi. Donc la valise, elle reste dans le poste de soins. Puis là, on me ramène dans ma chambre. Je vais me retrouver dans une chambre double. Donc j'allais être avec une autre personne. Et déjà, rien que ça, c'était hyper angoissant pour moi. Déjà, j'étais mise dans l'inconnu, séparée de mon quotidien, boum, d'un coup. Et en plus de ça, me retrouver avec des autres personnes, c'était hyper angoissant, sachant qu'après, j'ai été diagnostiquée de phobie sociale. Au début, quand j'étais venue, j'avais vu encore aucun patient parce que tout le monde était dans la salle commune. Et du coup, la patiente aussi qui était dans ma chambre, elle n'était pas encore là. Et j'avais tellement peur que je me suis cachée derrière l'armoire de ma chambre. Et l'armoire n'était pas collée au mur, il y avait un trou entre l'armoire, la fenêtre et le radiateur. Donc personne ne pouvait me voir. On rentrait dans la chambre. Au moment où je suis arrivée, du coup j'étais la nouvelle patiente. En fait, il y a un des patients, il a toqué à ma chambre et en fait, il voulait me dire sûrement pour que je vienne avec les autres patients. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais cachée. Donc il m'avait pas vue et il a dit bon, bah elle est pas là, c'est bizarre, il a refermé la porte.
Voici des photos que j'ai prises durant cette hospitalisation, mais à un autre jour. Donc là, c'est mon lit. J'avais une petite table à côté. Là, c'est le lit de ma voisine avec sa petite table. Ensuite, on a les toilettes, l'armoire de ma voisine, la porte d'entrée, là, mon armoire où j'étais derrière. En plus ça, du coup, moi je suis restée un certain moment derrière l'armoire et j'entendais les autres patients qui étaient en train de rigoler, s'amuser. Et je me disais, mais ils ont tous l'air hyper bien. Et encore une fois, j'avais cette sensation de ne pas être à ma place ici. Après, il y a enfin quelqu'un qui vient. Et donc l'aide-soignante, elle m'a pas vue parce que ceux qui rentrent, ils peuvent pas voir dans leur champ de vision où je suis. Et puis là, elle se demande, mais c'est pas possible, où elle est, où elle est, où elle est. Et puis elle me voit cachée derrière l'armoire. Et ensuite, elle m'interdit clairement de retourner à ma cachette. Elle me ramène une tenue bleue en papier de l'hôpital. Je devais garder que ça, j'avais pas le droit à mes affaires. Elle prend ma valise et là elle fait mon inventaire. Alors en psychiatrie c'est quelque chose d'obligatoire, ils font toujours l'inventaire, donc ça veut dire ils vont fouiller tes affaires en gros et ils vont prendre tout ce qui est potentiellement dangereux. Alors là j'avais le droit à strictement rien du tout. Du coup j'avais pas du tout le droit à mon téléphone portable. Les seules choses qu'on m'a laissées c'était un gilet parce que je disais que j'avais froid, 2 mangas et un paquet de mouchoirs, c'est tout. Tout ce qui était potentiellement dangereux, il l'avait mis dans le poste de soins et tout le reste, du genre mes vêtements, mes gants de toilette, les brosses à cheveux, tout ça, ça s'était enfermé dans une armoire qui se trouvait dans ma chambre. Donc en fait, pour y accéder, il fallait que j'appelle un soignant, il l'ouvre devant moi et là, il me donne les affaires. Je vais juste vous expliquer un peu le règlement de ce service. J'avais la tenue bleue en papier de l'hôpital. Et quand on a cette tenue bleue, c'est qu'en fait on est sous protocole. Chaque nouveau patient doit rester 72 heures avec la tenue bleue de l'hôpital. Et en fait quand on est sous protocole, on n'a pas le droit aux visites, on n'a pas le droit au téléphone, on n'a pas le droit aux permissions, on n'a pas le droit aux sorties, on n'a droit à rien du tout. En fait c'est une période de surveillance où on est complètement coupé du monde pour qu'ils essaient de voir un peu comment on réagit. Et aussi j'avais pas du tout le droit aux activités, de toute façon il n'y avait aucune activité. La seule qu'il y avait c'était de l'art-thérapie et encore je vais vous expliquer après comment ça s'est passé. Le soir même du coup on me ramène mon dîner. En principe le dîner on est obligé de le manger dans la salle commune avec tout le monde, mais comme c'était mon premier soir et que j'étais pas encore à l'aise, on m'a ramené le dîner dans ma chambre. Mais de toute façon impossible pour moi de manger. Je me sentais pas bien ici. Et donc ce que j'ai fait c'est que parmi les affaires qu'ils m'ont laissé, j'ai caché une lame de rasoir. Et là j'ai commencé à me couper le bras et je voulais en fait atteindre une artère très profonde et mourir d'hémorragie sur place. Donc là je commence, mais j'ai pas réussi à faire quelque chose de trop profond au point d'en mourir. J'avais le bras tout ensanglanté et je restais là à saigner. Donc j'ai complètement paniqué et là je vais direct appuyer sur le bouton d'urgence qui se trouve dans ma chambre. Donc je rappelle que dans les chambres d'hôpitaux il y a toujours un bouton rouge qui sert à appeler les soignants. Donc en fait quand on appuie sur le bouton, il y a normalement il y a une sonnette rouge qui s'affiche devant notre chambre et en fait ça sonne aussi dans le poste de soins. Donc moi je me souviens encore très bien de ce que m'avaient dit les soignants quand j'étais arrivée la première fois qu'on m'a fait visiter la chambre. On m'a dit au moindre problème, si tu as besoin de nous, tu as juste à appuyer sur ce bouton et on vient immédiatement. Donc là j'estimais que c'était un problème. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai attendu. J'ai attendu plus de 30 minutes. Personne ne venait. J'ai l'impression que ça avait duré une éternité. Et puis là, il y a enfin un aide-soignant qui vient. Alors je me souviens encore de son visage, il était ultra méchant. Il ouvre la porte de la chambre. Et il voit qu'il n'y a personne. J'étais cachée derrière l'armoire et ensuite, comme il me voyait pas, il était ultra énervé et il avait crié une phrase du genre « Écoute, tu sonnes, je me déplace et toi tu te caches, appelle pas pour rien ». Il m'avait dit un truc du genre comme quoi il pensait que je jouais à cache-cache. Il l'a dit d'une façon comme si je l'avais dérangé, que je l'avais appelé pour rien parce que on dirait que c'était tout un effort pour lui d'être venu et il est reparti en claquant la porte. On va dire il a cru que j'étais complètement, on va dire, écervelée et que j'avais appuyé sur la sonnette, j'étais partie me cacher et que genre ça m'amusait de jouer à cache-cache ces trucs alors que pas du tout. J'étais là derrière l'armoire avec mon bras tout ensanglanté. Et il y a encore 30 minutes qui se sont écoulées donc je suis restée plus d'1 heure cachée derrière cette armoire. Heureusement que j'étais en train d'appuyer sur mon bras avec les mouchoirs que j'avais. Et que à des moments j'essayais d'arrêter le sang, à des moments j'essayais de couper, bref c'était une scène, je me souviens encore très bien, j'avais la tenue bleue en dessous, j'avais le gilet qu'on m'avait laissé, et d'ailleurs on avait enlevé les ficelles ici pour, voilà, on n'a pas le droit aux ficelles en psychiatrie. Ensuite je mettais ma manche, alors là ce gilet ma mère elle l'a clairement jeté après l'hospitalisation, il était imprégné de sang. En fait là il y avait l'aide-soignante de l'après-midi qui faisait le tour des chambres avec une infirmière de l'équipe de nuit, donc en fait à chaque fois qu'ils changent d'équipe, ils viennent dans toutes les chambres, ils ont une sorte de liste avec tous les patients et ils notent voilà dans chambre nanana c'est tel patient, chambre ceci, cela. Et donc là l'aide-soignante et l'infirmière ils toquent dans ma chambre. Et l'aide-soignante, c'est elle qui avait fait mon inventaire, donc elle savait très bien où j'étais cachée. Puis là, l'infirmière, elle dit, bah alors, il n'y a personne. Et l'aide-soignante, elle dit, ah si, t'inquiète pas, elle est juste cachée derrière l'armoire, elle est un peu timide. Et là, il regarde derrière l'armoire,
et ils voient que je suis remplie de sang. Il y a plein de sang sur mon bras, du sang par terre, du sang sur l'armoire. Et donc là, ils ont hurlé, hurlé, hurlé. Ils arrêtaient pas de me crier dessus. L'aide-soignante, elle était devenue affolée. Elle a fait « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Comment elle a fait ça là ?» L'infirmière, elle m'attrape le bras. Elle me met en face d'elle. Elle avait bien collé son visage en face de ma tête comme ça. J'étais à ça d'elle. Elle m'a crié, elle m'a dit « Non mais ça va pas, t'as pas le droit de faire ça, tu te rends compte de ce que t'as fait? Écoute, moi d'habituellement je travaille pas dans ce service, moi je suis du service à côté dans le secteur fermé, là-bas il y a que des adultes, tu veux que je te mette avec les gens dangereux, tu veux que je t'attache là-bas, moi je vais t'attacher là-bas, tu vas voir. » Elle a commencé à me dire des choses comme ça. Alors déjà, dans cet étage psychiatrique, il y a plein de services, il y a un service de secteur fermé, un service ouvert et un service de jeunes. Puis juste après, on m'emmène direct dans le poste de soins. Puis là je suis en larmes, je fais que pleurer parce que j'allais pas bien. J'ai appelé quelqu'un en plus avant que ça dégénère. J'étais hyper angoissée de cette hospitalisation et en plus les soignants ils avaient vu à quel point j'étais pas bien à mon arrivée, comment je me cachais, je parlais à peine et tout ça. Et pourtant il n'y a aucun soignant qui est venu me voir, qui a essayé de me rassurer ou même qui a essayé de m'intégrer aux autres. Bon après je pense que c'était un peu pour me surveiller comment j'étais. Je me suis fait du mal. On vient comme ça, on me hurle dessus comme si je venais de commettre un crime. Je pense pas que c'est comme ça qu'ils auraient dû réagir. J'avais vraiment l'impression qu'ils étaient pas du tout habitués à ce genre de choses. Je veux dire, t'es en psychiatrie. En psychiatrie, il faut potentiellement s'attendre à ce genre d'événements et savoir comment réagir face à des patients qui ont un comportement autodestructeur. Parce que par la suite, j'ai déjà été dans des hospitalisations où il y avait des patients qui s'étaient également fait du mal dans le service comme moi. Et j'ai jamais vu un soignant leur crier dessus comme ça. Ils savaient comment réagir. Ils ont été formés pour ça. Mais là, j'avais pas du tout l'impression que c'était le cas. Donc là il y a deux soignantes, il y avait une infirmière qui prend mon bras pour le désinfecter. Sauf qu'au lieu de mettre de la biseptine, donc le désinfectant, elle m'a mis un produit dégraissant. Vous voyez, c'était une sorte de bouteille, mais en fait c'était genre pour enlever, quand on a des pansements et ça colle à la peau un peu comme ce que j'avais sur la joue, il y a un produit qui existe pour ça, pour voilà, enlever tout ce qui est un peu graisseux par rapport au pansement. Et elle, c'est ça qu'elle m'a mis dans le bras. Et ça m'a brûlé. J'avais l'impression que mon bras était en feu, ça faisait hyper mal, j'étais aïe aïe aïe. Elle me dit arrête, tu te calmes. Et elle avait employé un ton comme quoi là je venais de me faire du mal donc c'est ma faute et j'avais pas à gémir de douleur. Et en fait quand elle me voit que c'est vraiment pas supportable, elle regarde la bouteille qu'elle a dans les mains et qu'elle vient de verser sur mon bras. Et là elle fait oh merde, c'était pas de l'antiseptique, j'aurais pas dû mettre ça. Je sais plus si on peut appeler ça un antidégraissant, un dégraissant, je sais plus du tout, elle avait employé un mot comme ça. Puis là je me suis dit dans ma tête, attends c'est sérieux là? L'infirmière qui vient de se tromper. Je me sentais vraiment pas en sécurité dans ce service. Juste après, elle prend une bouteille de biseptine et elle m'en met une tonne dans le bras. Elle me met des compresses sur le bras et elle m'enroule avec un bandage. Après ça, je suis toujours dans le poste de soins en train de pleurer. Et ils ont ramené un psychiatre de garde. La seule chose que je me souviens qu'il m'avait dit, c'est pourquoi t'as fait ça. Et ensuite, il m'a donné un anxiolytique. Je me souviens encore, c'était un tout petit comprimé qui était bleu. Et je retourne dans ma chambre. Puis là, il y a l'infirmière qui m'avait crié dessus juste avant, qui revient me voir. Je suis juste à côté de la porte d'entrée dans ma chambre et je suis collée au mur comme ça et l'infirmière elle commence à me dire qu'elle était désolée de m'avoir crié dessus. Et puis là c'est une des choses qui m'a le plus choquée ce soir-là. Elle sort son téléphone portable et elle me dit de lui montrer mon bras. Je lui montre mon bras, je pensais qu'elle voulait me faire des soins ou quelque chose comme ça. Et là elle tend son téléphone portable au-dessus de mon bras. Et puis là j'ai tout de suite compris qu'elle allait faire une photo. Je le range donc immédiatement derrière mon dos. Donc j'étais comme ça. Donc j'étais plaquée comme ça au mur. Et elle était en face de moi. Et puis là, vous savez ce qu'elle m'a dit? Laisse-moi prendre ton bras en photo, comme ça je te montre ce que tu t'es infligé. Comme ça tu vas te rendre compte de ce que t'as fait. Mais quelle est la logique à faire ça? Ce qu'elle voulait prendre en photo, je peux le voir clairement. Je vois clairement ce que j'ai fait. J'ai pas besoin. Et en plus de ça, une soignante n'a pas à prendre un patient en photo. En plus, le pire, c'est que là, elle m'avait même pas demandé mon autorisation. Elle m'avait directement dit, montre-moi ton bras. Et elle a tendu le téléphone portable au-dessus pour prendre une photo. C'est horrible d'avoir fait ça, c'est interdit. En plus, qu'est-ce qu'elle allait faire après avec cette photo? En plus de ça, elle a insisté. Je ne voulais pas du tout. Et comme je voulais pas, elle est partie, elle m'a laissé comme ça. Et après ça, l'infirmière revient avec l'aide-soignante et là, ils se mettent à fouiller toutes mes affaires. Et en fait, ils ont trouvé la lame de rasoir, mais c'était pas celle en question avec laquelle je m'étais coupée. Et puis là, ils étaient hyper contents, ils l'ont mis dans un petit sachet, ils ont dit voilà, on a trouvé la pièce à conviction et tout. Bien sûr, après ça, je n'ai pas recommencé à avoir un tel comportement dans ce service-là. Ça, ce que je viens de vous résumer, c'était que la première soirée de mon hospitalisation. Et ce fut déjà très mouvementé. Et en fait, avec tout ça, je me sentais pas du tout en sécurité dans cet hôpital. Voilà, j'avais l'impression d'être au cœur d'un cauchemar. C'était... Dit comme ça, peut-être que c'est rien pour vous, mais l'avoir vécu, toutes les sensations que ça a fait, c'était vraiment
une ambiance très angoissante. Voilà, c'est tout ce que je me souviens de cette première soirée. Donc après, la patiente qui était avec moi dans ma chambre, c'était une fille qui... Je sentais que la maladie l'avait bouffée. Elle m'a raconté un peu sa vie et elle m'a dit qu'elle souffrait de schizophrénie. Et elle essayait de se rassurer en disant mais je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Et bon, j'avais beaucoup de peine en fait. Je me disais waouh, dans ce service il y a des cas assez lourds. Et cette patiente... En fait, du coup, comme on avait la salle de bain et les toilettes sont dans la même chambre. Et en fait, à des moments, elle allait aux toilettes avec la porte grande ouverte. Sans vous parler de l'odeur qui s'imprégnait dans toute la chambre. Mais bon, après, cette fille était complètement dans sa bulle et semblait vraiment déconnectée de la réalité. Quand c'était l'heure des repas, j'avais trop peur d'aller dans la salle à manger avec les autres. En plus, je comprenais même pas mon problème de vomissement. C'était hyper stressant d'être dans une table entourée de tous les patients parce que vraiment, la table où on mangeait, c'était une table rectangulaire où voilà, à chaque extrémité, enfin on était tous ensemble autour d'une même table. Du coup, il y avait une étudiante infirmière qui me disait tous les jours, allez, faut y aller, Ils en ont eu marre, puis ensuite elles ont sorti des phrases directes. Bon écoute, si tu veux pas y aller, là on va employer la force, on rigole plus maintenant, ça suffit, tu y vas. On dirait qu'on n'avait pas le temps d'avoir des difficultés, ils te font un truc, tu respectes, ou sinon c'est la force. Ils menaçaient de contentionner, de mettre dans un service plus strict, ils étaient pas du tout patients. Donc bien sûr, je mangeais, j'avais de l'appétit, tout ça, mais c'est juste après, comme d'habitude, à chaque repas, je faisais que vomir aux toilettes. Et eux, comme ils ont vu que j'arrêtais pas de vomir après les repas, ils ont décidé de me fermer les toilettes. Et par la suite, j'ai eu donc une erreur de diagnostic. Ils m'ont dit que j'étais boulimique. Donc pour eux, ils me voyaient comme une boulimique. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis sous les protocoles d'une boulimique en fermant les toilettes et tout ça. Alors que j'ai jamais été boulimique de ma vie et je me suis jamais fait vomir de ma vie. Donc comme je n'avais plus accès aux toilettes, je me retrouvais à vomir au sol et dans la poubelle de ma chambre. À plusieurs reprises, j'ai vomi devant les soignants. Et malgré qu'ils voyaient que je n'y pouvais rien, que je me faisais pas vomir, et voilà, que même si on fermait les toilettes, c'était toujours spontané, comme ça ressortait après les repas. Ils se sont pas dit, mais elle doit réellement avoir quelque chose, c'est pas sa faute. Ils ont fait que me crier dessus. Je faisais que vomir dans la poubelle. Il y a une soignante qui m'a dit, écoute, tu peux arrêter ton cinéma là, t'arrêtes ton cinéma, maintenant c'est quoi ça, c'est vomissement, non mais n'importe quoi. T'arrêtes ton cinéma, mais on dirait que je le faisais exprès. Du coup, je me retrouvais à toujours devoir nettoyer les poubelles, nettoyer le sol, et il y a même des moments où je devais nettoyer les toilettes. Je devais faire le travail de la femme de ménage. Bon, on va dire que si je me ferais vomir, je trouve que c'est peut-être compréhensible qu'il me fasse nettoyer. Moi, je trouve ça inadmissible qu'il m'ait fait à chaque fois nettoyer mon vomi, parce que je n'y pouvais rien du tout. Sachant que c'était prévisible que j'allais vomir, donc c'est totalement débile de m'enlever tout lieu où vomir en pensant que ça allait stopper mes vomissements, car visiblement, c'était pas le cas. T'es dans un hôpital, tu souffres de tes symptômes, et en fait, parce que j'avais des symptômes, on me punissait pour ça. Encore si c'était que nettoie, on me faisait des remarques, comme quoi il faut que j'arrête ces conneries. Je me souviens encore très bien, une fois j'avais vomi dans la poubelle, puis là il y a une aide-soignante qui m'a dit, mais t'as vraiment cru que j'allais nettoyer ça? C'est toi qui as fait cette bêtise, c'est toi qui vas nettoyer ça, allez. Et puis elle était en face de moi, et puis moi j'étais en train de pleurer, vive l'hypersensibilité. Et elle me dit, ah bah oui, hein, voilà, il faut pas vomir, hein, c'est de ta faute. Allez, maintenant tu prends la poubelle, tu la nettoies bien avec de l'eau. Elle était bien en face de moi en train de me donner des ordres, ah non, tu fais pas ça, non, là tu l'as mal fait, tu essuies bien, tu fais ceci bien, allez, allez. Quand j'étais hospitalisée en gastro-entérologie, bah plusieurs années après, à aucun moment, on m'a dit, nettoie ton vomi. Quand t'es malade, c'est pas tout rose. Faut pas s'attendre à avoir un patient qui va avoir aucun symptôme. Quand t'es soignant, je veux dire, il faut s'attendre un peu à ça. Tu vas pas donner plus de tâches aux patients en plus de ce qui souffre déjà. Il y avait une poubelle du service qui se trouvait entre le poste de soins et la salle à manger. Donc après le repas, j'en profitais pour aller directement vomir dans cette poubelle afin d'éviter de tout salir, vu que moi, j'avais plus accès à mes toilettes et ni ma poubelle. Et en fait, ça avait donné une odeur atroce dans tout le service, au point où il y a eu un patient une fois qui, en passant devant, a eu envie de vomir. Elle fait « c'est quoi cette odeur, gars ?» Maintenant, je vais vous raconter quelque chose que j'ai remarqué depuis mon arrivée. Alors, l'armoire de ma chambre avait un problème au niveau de sa serrure. Il suffisait juste, vous voyez le petit bout qu'il y a sur la portière, de le tourner et en fait, ça ouvrait la porte. Elle était mal calée. Ça, il fallait vraiment aller la toucher pour aller remarquer ça, même si on voyait un peu que c'était cassé. Mais bon, normalement, au premier regard, ça se voyait pas. Et moi, j'avais remarqué. Et du coup, j'ouvrais l'armoire en cachette pour pouvoir prendre mes gants de toilette quand je voulais faire ma douche, des choses comme ça, sans forcément toujours attendre des soignants qui viennent. Parce que juste pour prendre une douche, je devais attendre longtemps avant qu'un soignant vienne juste m'ouvrir l'armoire pour que je prenne juste du savon ou un gant de toilette. Ça, c'était pénible. Alors, pour éviter à chaque fois d'attendre, je préférais être autonome et me débrouiller tout seul. Voilà, j'aimais pas toujours dépendre d'eux, surtout pas pour des choses comme ça. Ce qui fait que j'ai réussi aussi à ouvrir la porte de mes toilettes avec une barrette à cheveux, avec la serrure, parce que c'est juste un petit trait et c'est facile à ouvrir. Chose très importante, à chaque fois que je voulais aller aux toilettes ou me brosser les dents, il fallait obligatoirement que j'appelle un soignant qui m'ouvre les toilettes et qui devait rester derrière la porte. Donc je devais aller aux toilettes avec la porte
demi-ouverte. Et voilà, c'était très très gênant. Et donc ça m'empêchait un peu d'aller uriner, sachant aussi que j'allais pas trop aux toilettes à cette époque, comme j'étais assez dénutrie. Et des fois, alors comme j'étais aussi constipée, tout ça, j'appelais plusieurs fois les soignants. Et à chaque fois, ils étaient pas contents que je les appelais 2 fois dans l'heure, par exemple. Et du coup, ils me disaient à chaque fois, mais tu vas pas nous appeler, tu viens juste d'y aller. Et, c'était pénible à chaque fois d'attendre, de se faire crier dessus. Alors j'ouvrais la serrure des toilettes seule. Enfin, pas tout le temps, parce qu'après, sinon, ça allait faire louche que je demande jamais à aller aux toilettes et tout ça. Par contre, ensuite, les soignants ont remarqué que la porte de mon armoire avait un problème au niveau de sa serrure, ce qui fait qu'ils ont appelé des serruriers et ils sont venus un jour réparer la porte de mon armoire. Après, je n'ai plus pu avoir accès à mon armoire librement jusqu'à ce que le protocole soit levé. Il me l'a laissé ensuite constamment ouverte. De toute façon, il n'y avait rien de dangereux dedans, sauf les lames de rasoir que j'avais cachées. Mais bon, comme je vous ai dit, je les utilisais plus. Et d'ailleurs, même les chaussures dans mon armoire, il leur avait enlevé les lacets et je devais juste garder des chaussons. Et du coup, par rapport à tout ce que m'ont fait subir les soignants, eh bien un jour j'ai eu un entretien familial, donc moi, mes parents, les psychiatres et les infirmières. Et là en fait on a fait part de tout ce qui me faisait subir, du fait qu'on me faisait nettoyer les poubelles, qu'on me criait dessus à chaque fois que je vomissais et tout ça. Et puis là la psychiatre elle a dit elle a été déjà très étonnée et elle a dit que c'était pas du tout normal, qu'il s'agissait d'une erreur et qu'ils avaient pas du tout à me faire nettoyer ça et que surtout ça ne se reproduirait plus. Sauf que du coup on lui a fait confiance et c'était totalement faux, ça s'est reproduit, ils m'ont de nouveau fait nettoyer, ils m'ont de nouveau crié dessus. Car la principale aide-soignante qui me faisait toujours nettoyer ne me croyait pas lorsque je disais que la psy m'avait confirmé qu'elle n'avait pas à faire ça. Et en plus, eux aussi pendant cet entretien familial, du coup ils arrêtaient pas de dire à mes parents que j'étais boulimique. Je ne savais pas ce que c'était et là la psychiatre elle m'explique et moi et mes parents on n'est pas du tout d'accord. Et moi je leur disais mais non mais je me fais pas vomir, je suis pas du tout boulimique. Et puis ils m'ont dit écoute c'est un trouble du comportement alimentaire, on s'en fiche qu'il y ait un nom dessus, tant que c'est mental et voilà. Après franchement je leur faisais confiance, pas par rapport au TCA hein, mais par rapport au fait quand ils me disaient que c'était lié au stress et à la dépression. Donc je me suis dit bon, s'ils disent ça c'est que c'est ça. Après peut-être que je suis un cas extrêmement rare, même unique, parce que c'est ce qu'on pensait à l'époque, que j'ai des vomissements qui sont dus à mon mal-être et que voilà c'est tout, c'est comme ça. Donc il y avait que mes parents qui étaient persuadés que c'était quelque chose de physique. Donc à chaque fois ils disaient au médecin mais s'il vous plaît faut faire quelque chose, faites d'autres examens, il y a forcément un truc dans l'estomac, dans son système digestif. Et moi je disais à mes parents mais arrêtez de penser que c'est physique, ils ont dit que c'est mental, c'est tout, c'est comme ça. Les psychiatres ils disaient mais non c'est pas comme une baguette magique, on va faire boum et elle va se soigner, là c'est quelque chose d'hyper complexe, c'est dans sa tête, donc il faut du temps, énormément de temps. Et je me souviens un jour ma mère elle était en train de parler du coup en arabe avec une infirmière et elle lui disait non là ma fille elle vomit, c'est pas normal, c'est physique. Et là l'infirmière elle a dit à ma mère écoutez c'est pas comme quelqu'un qui a une jambe cassée, on va lui donner un Doliprane, ça va calmer sa douleur et puis voilà. Elle m'a dit oui il lui faudra énormément d'années, il lui faut du temps parce que c'est. Et je savais même pas que vomir pouvait conduire à la mort parce que absolument aucun soignant ne m'avait prévenu des conséquences, excepté sur les dents. Donc ils auraient très bien pu mettre en place une perfusion, une nutrition artificielle, mais moi je savais pas qu'on pouvait mettre des alternatives à une personne qui vomit sans cesse. Donc moi je leur faisais confiance et je restais comme ça, à souffrir sans cesse. Puis un soir, je me souviens encore très bien de ce moment, j'étais en train de dormir sur mon lit, c'était l'heure du dîner, et en fait à chaque fois les soignants ils appellent les patients dans leur chambre pour qu'ils viennent dîner. Puis là, il y a une aide-soignante, je me souviens encore très bien de sa tête, je l'entends dans le couloir en train de dire à tout le monde « C'est l'heure du dîner, allez je vais chercher ceux qui sont encore dans leur chambre ». Puis là elle toque dans ma chambre, elle ouvre la porte, donc j'étais allongée, je soulève la tête et je la regarde. Et là vous savez ce qu'elle m'a dit? « Ah, toi ça sert à rien que tu manges, tu vas vomir après et tu fais que gaspiller la nourriture ». Et elle claque la porte juste après elle. Et ensuite, je l'entends dire aux autres soignants, la numéro, en disant le numéro de ma chambre, ne veut pas manger, elle va pas manger aujourd'hui. Donc attendez, là c'était quand même grave ce qu'elle venait de dire. Une faisait déjà rien pour soulager mes symptômes des vomissements. Et en plus de ça, maintenant, comme je vomis, on m'a sorti que je gaspillais la nourriture. Le pire après, c'est qu'elle allait dire aux soignants que c'était moi qui voulais pas manger. Puis moi j'étais allongée là sur mon lit dans l'obscurité, j'avais la force de rien faire, ni de lui répondre, ni de me défendre. Et c'était quand même dingue ce qu'il faisait parce que de base on me forçait à aller manger avec les autres, puis une fois que c'était le cas, on m'interdisait de manger tout court. Désolée, je raconte pas forcément les faits dans l'ordre chronologique, bref, je vous avais parlé de cette période de 72 heures de protocole, et bien après cette durée on ne me l'a pas retirée.
Néanmoins, ils ont essayé d'être un peu moins stricts, ils m'ont donné une seule fois mon téléphone portable, c'était une soirée, et là la première chose que j'ai faite c'est tout de suite appeler ma famille. Donc là j'étais en larmes dans le téléphone, j'ai dit maman, papa, c'est une horreur ce qu'ils me font ici, je veux pas rester là, voilà ce qu'on me fait, et je leur ai raconté. Et là pendant que j'étais au téléphone avec ma mère en train de pleurer, eh bien il y a une aide-soignante qui rentre dans la chambre et elle me voit au téléphone en train de pleurer. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a arraché mon portable et elle m'a dit non mais ça va pas, pourquoi tu pleures? Je l'ai jamais entendu parler gentiment, vraiment elle était horrible. Et puis là je lui ai dit mais rendez-moi mon portable, j'ai le droit à mon téléphone. Elle me dit on va plus t'autoriser le téléphone parce que tu parles avec ta famille et ils te font souffrir. En fait avec du recul je me rends compte que elle pensait que j'étais en pleurs parce que c'est à cause de ma famille, parce que ma famille en fait elle a dû me dire un truc au téléphone alors qu'en fait j'étais en pleurs par rapport à cet endroit en fait, parce que cet endroit me faisait tout le temps pleurer et moi je résumais toutes les horreurs qu'on me faisait ici. Parler avec ma famille ça m'a fait du bien et justement c'est qu'on se lâche, on se libère de ce qu'on ressent, que voilà c'était émotionnel et j'ai pleuré. Les psychiatres, tous les soignants dans son service ne prenaient jamais le temps de me soulager, de me comprendre, j'avais personne à qui me confier durant cette hospitalisation. Après ça j'ai plus du tout re-eu mon téléphone. C'est que au bout d'une semaine, il me semble qu'ils ont autorisé les visites de mes parents, mais durant environ 30 minutes, 1 heure. C'était des visites qui étaient très très limitées. Les seules visites que j'avais, c'était mes parents, parce qu'il fallait que des personnes de la famille, et surtout que des adultes. Et il n'y a que une fois ou deux que ma soeur est venue me rendre visite, et encore elle a dû galérer pour qu'ils la laissent, et la seule raison pour laquelle ils l'ont laissée, c'est qu'elle était majeure. J'ai un petit frère qui était mineur, et là j'avais pas du tout pu le voir. durant un moment où je n'avais pas le droit aux visites, mes parents avaient déposé ça dans le poste de soins, puis une infirmière me l'avait donné en enlevant tout le paquet, qu'est-ce qui pouvait être dangereux, et ce chat il miaulait. On est là pas de pile. Durant les horaires où j'avais le droit aux visites, mes parents m'avaient ramené ça. Elle m'avait aussi ramené un carnet pour que j'écrive, mais là je le retrouve plus et ma mère elle l'a jeté je pense. Dessus j'avais mis des dessins où j'exprimais mon mal-être. Ensuite, ma mère m'avait ramené des vitamines. Elle m'avait ramené ces vitamines-là parce qu'elle voyait que j'étais dans un état horrible et elle voulait juste que me remettre en forme. Ici, me donnait rien pour me remettre en forme à part des traitements psychiatriques. Donc chaque jour, elle me donnait un comprimé de vitamines. Ça fond dans la bouche et tout, donc ça allait. Et mon petit frère, en fait, comme il pouvait pas communiquer avec moi, ma mère me ramenait des lettres qu'il m'écrivait. Alors je vais vous raconter un truc qui s'est passé avec cette peluche. Un jour, il y avait une infirmière qui était dans ma chambre, puis d'un coup, elle prend cette peluche qui est sur mon lit et elle me dit qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? Et elle commence à faire ça, elle commence à faire ça, et elle voit que la peluche a une culotte. Donc après, elle montre à sa collègue, elle dit mais regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là, elle est en train d'être morte de rire, elle dit mais c'est quoi? C'est en train de tripoter partout la peluche. Et elle me dit c'est à toi ça? Je lui fais oui. Et elle me fait mais c'est ton doudou? Ah, elle commence à me dire mais ça c'est une peluche et tout. Et elle commence après à me dire ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle la jette comme ça sur mon lit. Alors j'ai trouvé ça extrêmement irrespectueux de me prendre ma peluche, de se moquer de ma peluche, parce que j'avais ça, et de la tripoter de partout, puis après me la rejeter dans le lit. Voilà, j'ai pas compris à quoi elle jouait en se moquant de moi comme ça, c'était inadmissible. Et aussi du coup durant une visite, ma soeur m'avait ramené ça, donc c'était ma classe qui lui avait donné, donc c'est une lettre où est-ce qu'il y a plein de mots de soutien, donc ça j'en parle dans ma dernière vidéo concernant ma scolarité. La seule chose positive durant cette hospitalisation, c'est qu'ils m'ont quand même fait des examens pour essayer d'écarter toute piste de maladie physique. Donc j'ai eu une fibroscopie, j'ai eu un IRM, un scanner et plein d'examens du cerveau, du genre scanner du cerveau pour voir s'il n'y a pas de tumeur, IRM du cerveau, on a fait aussi un examen des intestins, ensuite on a fait un examen pour voir si j'avais pas d'épilepsie et tout ça, qui étaient tous normaux, il n'y avait aucun problème. En fait il y a des maladies, tu peux beau avoir fait tous les examens et ça a l'air normaux, et des fois il suffit juste d'un seul examen pour trouver la cause. Et bah là c'était le cas, et ils m'ont pas fait le seul examen qui aurait permis que j'ai mon diagnostic. Ils n'ont pas cherché à aller plus loin, ils ont tout de suite dit que ça n'a rien à voir avec le physique et que c'est forcément quelque chose de mental. Du coup, durant cette hospitalisation, j'ai été placée pour la première fois sous traitement psychiatrique. Alors je me souviens encore comment ça s'est fait. Un jour, alors que j'allais regagner ma chambre, la psychiatre m'interpelle dans le couloir pour m'annoncer mon diagnostic de dépression. Donc c'est comme ça que j'ai appris que j'en souffrais. Ensuite, elle me annonce que ils vont commencer sur moi un antidépresseur parce que jusqu'à mon entrée, j'avais que des anxiolytiques. Et ils avaient eu l'accord par téléphone de mes parents pour le commencer. Alors c'était avant que du coup j'avais eu les visites de mes parents. Et aussi je tenais à préciser que je m'étais beaucoup trop laissée aller. Du genre je prenais plus soin de moi, j'avais les cheveux en pétard. Voilà, j'étais dans un état pire qu'à mon arrivée. Et donc un jour une infirmière décide en plein dans le couloir du service de me faire un brushing et tout pour que voilà, j'essaye de reprendre l'apparence que j'avais. Mais déjà le premier antidépresseur que j'ai eu c'était le Prozac, ça s'appelle aussi la fluoxétine. Donc j'étais sous Prozac qu'on a augmenté petit à petit. On m'a mis sous plusieurs anxiolytiques. Ils en ont essayé plein sur moi sans même me prévenir à chaque fois qu'ils changeaient de médicament, sans même me demander mon avis. Ils ont essayé des tas de choses comme si j'étais un cobaye. Et en fait leur but c'était de trouver un anxiolytique qui stopperait mes vomissements. Sauf que vu que mes vomissements ça n'a rien à voir avec ça, et bien ça ne les a jamais stoppés. Du coup ça ne faisait qu'aggraver mon état. J'étais
constamment fatiguée. J'avais clairement l'impression d'être un zombie. Même mes parents, quand ils venaient me voir, et ma mère, elle était tout le temps en pleurs, elle me voyait dans cet état, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment c'est possible que t'es devenue comme ça? Même marcher, ça me provoquait des palpitations. Et en plus de ça, ils contrôlaient même pas, ils faisaient même pas des prises de sang régulières. Ils contrôlaient même pas mon potassium. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires, des anxiolytiques. Il y en avait un qui m'avait bloqué la mâchoire, donc en fait, j'arrivais plus du tout à parler. J'étais comme ça. Pendant les entretiens avec la psychiatre, elle me parlait et même mes yeux étaient devenus hyper sensibles, j'arrivais même plus à les ouvrir. Dès que je les ouvrais, je faisais que pleurer, j'étais comme... Voilà, c'était vraiment, j'étais dans un état mais horrible. Je me souviens encore très bien, c'était un soir, la psychiatre elle est en face de moi et elle fait que me regarder comme si elle se rendait compte à quel point les médicaments m'avaient rendu dans un état catastrophique. Et elle, tout ce que elle était que tout ce qu'elle, je me souviens, la seule chose qu'elle m'avait dit à ce moment-là quand j'avais la mâchoire bloquée et tout, c'était: est-ce que tu manges excessivement? Est-ce que tu te fais vomir? Est-ce que t'aimes manger? Est-ce que des trucs comme ça, genre. Je disais mais j'ai ma mâchoire qui est bloquée, j'ai ma mâchoire qui est bloquée. Tout ce qu'elle était, c'était en train de faire bon, écoutez, c'est normal, vous avez besoin de repos, hein. Les médicaments ils font que rattraper vos heures de sommeil et tout ça, donc c'est normal que vous êtes dans cet état-là, vous avez juste besoin de vous reposer, voilà, ça va vous aider, ça vous aide. Dans ce service, ils ne cherchaient pas du tout à guérir la maladie, mais seulement à la dissimuler, j'ai l'impression. Pour être stable dans une maladie mentale, il faut absolument cerner les difficultés de la personne. Comme ça, en fait, quand la personne, par exemple, une personne qui est suicidaire, qui veut se faire du mal, il faut en fait cerner les moments où elle va se faire du mal, les moments qui la poussent à vouloir faire une tentative de suicide et faire en sorte qu'elle peut gérer ces moments-là. Il faut que la thérapie ce soit ça, il faut que ça l'apprenne à gérer les moments de difficulté pour que comme ça, ce soit pas quelque chose qui automatiquement te pousse à te faire du mal, te pousse à avoir des idées noires, plutôt que de faire ça, que ça te mène à faire autre chose qui ne soit pas dangereux pour toi-même ou pour les autres. Mais eux, ils ne cherchaient pas du tout à faire ça. À aucun moment, on m'a fait une thérapie qui allait aider. J'ai vu les patients, ils étaient tous shootés aux médicaments, ils étaient tous vraiment... voilà. Du coup, comme je vous avais dit, le protocole avec la tenue bleue de l'hôpital, il devait durer que 72 heures. Mais sauf que pour moi, en fait, il a duré 2 semaines. Bah, après, j'avais un peu parlé avec les patients. Ils n'avaient jamais vu une personne avec un protocole aussi long. Selon les soignants, j'étais encore beaucoup trop fragile et tout ça. Et au bout de ces 2 semaines, j'ai enfin eu le droit à mes vêtements. Vous pouvez même pas savoir la joie que c'était de retrouver mes habits après 2 semaines. Tous les autres patients, ils étaient: ouais, Yamina, enfin, elle a ses habits, c'est super. Tout le monde était super content pour moi. Tous les patients, vraiment, ils étaient super attentionnés. Dès qu'on m'a autorisé les vêtements, c'est ça le premier que j'ai mis. Et d'ailleurs, ensuite, je pouvais également descendre avec les soignants et les patients le soir en bas de l'hôpital. C'était une atmosphère très particulière parce qu'il faisait nuit. Ensuite, je n'avais le droit qu'à ces chaussures car elles n'avaient pas de lacets et les autres patients, ils me complimentaient sur mon style. J'ai commencé à avoir des permissions. Bon, ça s'est fait que 2-3 fois et j'étais tout le temps KO. Il me semble que par la suite, j'avais pu avoir aux horaires normales mon téléphone portable, sauf que je l'utilisais absolument pas, je me fichais complètement de ça. D'ailleurs, j'en avais pas la force et c'était durant les horaires de visite, donc je préférais rester avec ma famille et de toute façon, je ne faisais que dormir. Voilà, même sortir avec mes parents en bas, j'avais l'impression, je crois que j'allais mourir, donc je pouvais rester vraiment que allongée. Ensuite, je vous avais déjà parlé de ma camarade de chambre et elle était partie. Et après, il y a une nouvelle personne qui est venue dans ma chambre. Et cette fille-là, en fait, elle était boulimique et bipolaire. Ce qui fait qu'à des moments, elle se faisait vomir. Et je l'entendais vomir derrière la porte. C'était vraiment violent. Même des fois, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et elle m'a dit... Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est horrible. Je pourrais jamais faire un truc comme ça. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais attendez une seconde. Les médecins, ils me diagnostiquent de ce qu'elle est en train de me raconter, ce que je suis en train de voir par rapport à ma patiente. Alors que, mais je me reconnais pas du tout dedans, ça n'a rien à voir avec moi. Je fais pas du tout ce qu'elle fait, je me fais pas vomir du tout, c'est dingue. En plus, je voyais vraiment la souffrance de cette personne. Et à des moments, elle pleurait devant moi. Elle tenait ses poches de graisse dans son ventre et elle me disait, mais regarde-moi toute cette graisse, comment je vais faire? Je me sens prisonnière de ce corps. Et j'ai vraiment senti la douleur et la souffrance que c'était pour elle d'être dans ce corps qu'elle n'acceptait pas, qu'elle trouvait trop gros. Et puis là, je me suis dit encore une fois, mais bon sang, ça n'a rien à voir avec moi. Je pense pas du tout de la même manière qu'elle. Elle avait dans sa petite table de chevet plein de nourriture provenant de l'extérieur, donc c'est des gâteaux, des biscuits, des pop-corn et tout ça. Et elle se goinfrait en face de moi, puis je la voyais vomir.
Et à ce moment-là, je comprenais absolument pas son comportement. Je trouvais ça dingue parce que moi qui voulais juste une chose, que mes vomissements s'arrêtent, et je voyais en face une patiente qui avait la chance de pas en souffrir comme moi et qui justement elle allait les provoquer volontairement, je comprenais pas. Il y a même des moments, cette fille-là, un coup elle pleurait, un coup elle était super heureuse. Il y a même un soir, elle a pété un câble, elle a commencé à crier partout. J'essayais de la calmer, de la raisonner, de lui parler. Et puis là, elle m'a poussée et elle a pris une bouteille d'eau d'1 litre et elle me l'a jetée comme ça. Puis moi, j'ai fait comme ça et la bouteille, elle m'est passée là, boum. Et en fait, elle a frôlé de m'éclater la bouteille sur le visage. C'était waouh, j'avais ultra peur ce soir-là. J'ai vraiment cru qu'elle allait me frapper et tout ça. En plus de ça, je suis allée prévenir les soignants comme quoi elle était pas bien du tout, il fallait qu'ils l'aident. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Oh, c'est rien du tout, elle va se calmer. Il y a plusieurs moments où elle allait mal, j'appelais les soignants et puis des fois, ils venaient la voir et lui disaient bon, t'arrêtes ton cinéma, ça suffit maintenant, tu te calmes, et ils partaient. Je vous avais dit que moi, ils étaient pas venus me soulager au des moments où j'allais mal. Et bien, c'était pas que pour moi, c'était aussi pour tous les autres patients, comme cette fille. Et du coup, avec cette patiente, à des moments, c'était moi qui l'écoutais. Des fois, c'était elle qui jouait le rôle de psychiatre avec moi et moi qui jouais le rôle de psychiatre avec elle. C'était plus les patients qui s'aidaient entre eux plutôt que les soignants. Et aujourd'hui, la fille qui était hospitalisée avec moi dans la même chambre, c'est la seule avec qui j'ai gardé contact, même si on se parle très rarement. Et elle m'a dit que... Et en fait, pendant que j'étais hospitalisée, tous les patients, ils essayaient de faire en sorte de m'intégrer socialement avec eux parce qu'ils me voyaient que j'étais tout le temps très isolée dans mon coin. Pour vous résumer un peu qu'est-ce que je faisais de mes journées, je faisais que dormir, manger, vomir, dormir, manger, vomir. Il n'y avait aucune activité comme je vous ai dit. Les seules fois où j'ai eu une activité, c'était 2 séances d'art-thérapie et encore c'était de la merde, clairement. Et d'ailleurs j'ai toujours les dessins actuellement, je les ai ramenés avec moi après quand je suis sortie. Donc voilà, c'est ça le premier travail que j'ai fait en art-thérapie. Bon, ça s'est un peu abîmé avec le temps. Donc elle m'avait donné comme sujet de dessiner le parcours qui m'avait amené jusqu'à cette hospitalisation. C'était un sujet avec lequel je me sentais pas du tout à l'aise. Donc j'ai commencé par dire comme quoi je me sentais pas bien avec les autres à l'école, ensuite que je m'étais renfermée sur moi, que j'avais des pensées noires, qu'on se moquait de moi, que je me trouvais moche, que je me blessais, que je vomissais, que je me blessais, que je vomissais. Voilà, c'est tout le temps ça. Ensuite, que ma mère, elle m'a emmenée à l'hôpital. Enfin, après, je me suis hospitalisée ici, c'est tout. Et une fois que je l'ai fait, l'art thérapeute, elle a commencé à me dire « Et ça, c'est quoi ?» Et ça, c'est quoi? Me faire expliquer chaque étape. La salle d'art thérapie, elle était juste à côté du service du secteur fermé. Du coup, je me souviens, un jour, ils devaient aller dehors pour aller faire avec de la laque sur leur dessin. Et donc, ils ne devaient pas faire ça dans la salle pour pas que ça pue. Et juste à côté, il y avait la porte du service fermé. Il y avait des patients en fait, qui étaient collés avec la vitre en train de regarder. Ils faisaient des bruits assez étranges. Et donc là, ça faisait peur aux autres patients qui étaient hospitalisés avec moi. Bref, c'est assez particulier. Ensuite, j'ai fait ça durant la 2e et la dernière séance d'art-thérapie. Elle m'avait juste donné cette feuille et elle m'avait dit de dessiner ce que je voulais. Donc là, j'ai fait Ciel Phantom Hive de Black Butler. Et là, j'avais dessiné un aquarium avec des poissons parce qu'à cette époque, c'est ce que j'avais. Ensuite, je vous avais dit que j'avais des mangas Black Butler avec moi. Bon, j'en avais que 2. Et il y avait un des patients qui me montrait des scènes du manga et qui me disait de les dessiner pour que ça me remette au dessin. Et pendant qu'il me disait de faire ça, lui, il était dans sa chambre. Une fois que j'avais fini de dessiner, j'étais allée le voir pour lui donner son dessin. Et là, je le vois derrière la vitrine de sa porte de sa chambre, qu'il est dans le noir, en train de complètement délirer tout seul. Donc en gros, je m'étais fatiguée à dessiner pour rien du tout. Vers la fin de mon hospitalisation, c'était la période de Noël et la seule autre activité qu'on a eu à faire, c'était de décorer le sapin de Noël qui se trouvait dans l'étage psychiatrique. Voilà. L'art thérapeute m'avait donné ça, c'est du papier crépon, bon ça c'est une image internet mais c'était pareil. C'était pour que je fasse les guirlandes du sapin et en fait je devais les faire dans ma chambre. Alors ça m'a demandé un effort surhumain pour faire ces guirlandes-là parce que j'avais pas du tout la force, mes yeux ils se fermaient tout seuls, c'est à peine si je tenais assise, enfin voilà. Comme j'étais dans un état qui était juste horrible, et bien ma mère, elle a voulu me faire plaisir en m'offrant quelque chose que j'ai toujours voulu avoir. Elle a ramené un chaton à la maison. Et là, quand j'étais hospitalisée, que j'ai appris que ma mère m'avait ramené un chat, j'étais en pleurs, j'étais bordel, il y a quelque chose que j'adore et que j'ai toujours voulu avoir à la maison, et moi je suis là à souffrir dans cet hôpital. Il y a une fois j'ai eu une permission, j'ai pu le voir. Et du coup, c'est depuis cette hospitalisation. Chichi. Et du coup, c'est depuis cette hospitalisation que j'ai cet adorable petit chat. Voilà, Chichi. Qu'est-ce que tu regardes? Donc voilà, c'est depuis 2015, ma mère m'a ramené ce chat. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Eh oh! Donc voilà, elle m'a ramené ce chat qui m'accompagne en fait depuis ma toute première hospitalisation. Et comment dire que ce fut clairement une joie pour moi d'avoir ce chat à la maison.
Voilà, bon, il est fatigué, je vais le laisser dormir. Du coup, il s'est passé tellement de choses horribles durant cette hospitalisation. Je demandais constamment à sortir. À chaque fois, je disais aux soignants, je ne veux pas rester là tout le temps. C'est tout le temps ce que je disais. Mais ils ne voulaient pas du tout me laisser partir. Je pouvais pas, et mes parents aussi. À chaque entretien ou visite, j'avais toujours beaucoup d'espoir qu'on me fasse sortir d'ici. Et comme ça se faisait pas, j'avais fini par péter un câble durant une visite de mes parents. J'étais allongée par terre dans ma chambre et je me mettais à pleurer au sol. Et donc là, il y avait les soignants qui sont venus et ils ont mis mes parents à la porte et ils les ont pas laissé finir la visite. La psychiatre a finalement été d'accord, mais à une seule condition, c'est que déjà il faut que je reste pour une durée d'1 mois, je sors pas avant 1 mois, et que ensuite je dois continuer un suivi en ambulatoire avec une psychiatre. Donc on était d'accord, puis là on m'annonce que je vais pouvoir sortir le 23 décembre 2015, donc ça faisait pile 1 mois d'hospitalisation. C'est comme si j'avais été en prison pendant toute une année et que là on m'annonce enfin que je vais sortir de prison, vraiment c'est ça la sensation. Donc voilà, je suis sortie contre avis médical, mais rien ne s'est arrangé, j'étais dans un état qui était pire qu'avant. Bref, après j'ai suivi une psychiatre. Pour finir avec cette hospitalisation, j'étais là pour qu'on m'aide, pour qu'on trouve des solutions à mes problèmes. Pas pour qu'on me fasse me sentir une moins que rien constamment, pas pour qu'on me prive de ma liberté, pour qu'on me fasse me sentir comme si être malade c'était une fatalité. Bref, cette hospitalisation a marqué le début d'une descente aux enfers infernale avec le corps médical. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous dis à la prochaine pour vous résumer toutes mes autres hospitalisations.